Ben Ah bah voilà. 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 C'est bien parce que j'ai demandé d'Annabelle de pouvoir revoir après en replay. Mais à chaque fois, on la replay de toute façon. Oui. Oui, mais elle m'a demandé hier soir, donc je voulais m'en assurer. Ah, d'accord. Quelle heure il est? 29, à peine. On attend encore 2, 3 minutes. Allez, on est encore 2 minutes, 2, 3 minutes. Neurosciences ou comment améliorer nos actes de médiation au regard des neurosciences. Ah, c'est passionnant pour nous tous, hein. Et ce qui est vrai pour les médiations, ça doit bien être vrai aussi pour les experts. Ah, là, tu es en train de spoiler mon pitch, hein. Mais je ne le connais pas, alors je risque pas, hein. D'accord, d'accord. Bonjour Voir pour les Pascal. avocats. Voir pour les avocats aussi. Tout- Bon, bah, donc, tout est dit, quoi. Mais Pascal, non, la, la pédagogie, c'est la répétition. Tu peux répéter tout. non, ce sera la reformulation. Voilà. Bonjour à vous et meilleurs vœux. Alors, Merci. Pascal, Salut Pascal, bonne année, Bonjour merci. Emmanuel. Bonjour à tous et bonne année 2024. Mes meilleurs voeux pour vous et ceux qui vous sont chers. Merci, bonjour à tout le monde. Est-ce que vous avez de la neige autour de vous? À Paris, on en a un peu ce matin. Oui, pas à Marseille. Mais à Paris, il n'y en a pas dans les rues, mais il y en a sur les voitures. ouais. À Paris, je confirme. Ouais. Dans mon jardin, j'ai de la neige. Nous aussi. En Normandie ou à Paris? Dans le jardin de mon immeuble, à Paris, à Boulogne. Ah oui. Hier soir, il neige. Enfin, il a neigé hier soir et c'est resté. Au Yona, il n'y a pas de neige. Un peu de blanc, c'est tout. J'ai l'impression que je suis sur une chaîne d'infos en continu où il y a les envoyés spéciaux dans toute la France qui font état de la situation, neige ou pas neige. J'espère que l'assise va rester ouverte pour mon retour ce soir. En fin de journée, ça ira, tu verras. Ils ont déjà fermé la 12 et la 13. Bonjour Et- Daniel. Daniel et Daniel. Bonjour Daniel. Il y a deux Bonjour, Daniel qui meilleurs viennent vœux, d'arriver en plus. Bonjour, j'avais déjà meilleurs vœux. meilleurs vœux à tous, ravi de vous retrouver. Et on est Bonjour 41. Dominique. On commence. Allez, 41. Bonjour à toutes et à tous et tous mes meilleurs voeux. Eric, on y va parce qu'il y a 41 personnes déjà connectées. Allez, on y va. Bonjour, Bonjour à tous. bonjour à Bonjour, tous et à bonjour. toutes. Euh, Au nom de Claire, puis en mon nom personnel, je vous souhaite à tous une excellente année ainsi qu'à vos proches. Plus fort, plus fort. C'est vrai? Ah, Oui. attendez. monte le son. C'est mieux. Vous entendez là ou pas? C'est mieux là? Ouais. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année 2024 ainsi qu'à vos proches. C'est notre première matinale de l'année avec un sujet passionnant, comment améliorer les actes de médiation au regard des neurosciences. Et nous avons deux invités alors, que je connais depuis très longtemps,
Delphine Despicaron et Yann Sonnek. Delphine, on va se tutoyer parce qu'on se tutoie depuis des années, donc je ne vois pas pourquoi on ne continuerait pas. Delphine, tu es neuroscientifique, superviseur, coach professionnel, tu interviens à HEC, tu accompagnes des dirigeants depuis 2002, pardon. Et toi, Yann, on s'est connus dans l'industrie il y a très longtemps. Tu as dirigé des entreprises d'industrie, de logistique, de conseil, et depuis 2007, tu accompagnes des dirigeants pour élaborer des nouveaux projets, des nouvelles stratégies. Ensemble, vous avez créé INTO, Institut des neurosciences pour la transformation des organisations. Et vous avez 3 missions principales qui sont particulièrement intéressantes à mon goût. Faire de la recherche appliquée en neurosciences, accompagner les entreprises grâce à ces nouvelles connaissances, former les coachs, les dirigeants, les managers, vous pourriez rajouter les experts et les médiateurs et les avocats, la mise en pratique de ces méthodes afin de modifier les comportements des organisations. En préparant cette matinale, j'ai regardé les neurosciences. Je vais être honnête avec vous, je suis pas un grand familier de tout ce qui est scientifique, mais j'ai compris de manière tout à fait synthétique que c'est l'étude des émotions. Alors, peut-être que vous pourriez l'un et l'autre Tu veux que je mette mes écouteurs? aller un petit peu plus loin par rapport à cette définition qui est vraiment très Je ne sais pas s'ils tiennent une heure, mes écouteurs, c'est Coupez vos pour ça. micros. Attends, excuse-moi, Eric. Il faut que tout le monde coupe son micro, sinon c'est insupportable. Oui, je disais, est-ce que vous pourriez nous expliquer de manière un petit peu plus poussée ce que sont les neurosciences pour des néophytes que nous sommes à l'IEM? Bonjour à tous et merci de nous accueillir. Merci pour ce moment passé ensemble. On va discuter avec vous d'une partie des neurosciences. Je vais répondre à ta question, Eric, qui est la science de la sécurité. Et moi, en tant qu'intervenante, pour assurer ma sécurité, j'ai mis mon Zoom en mode où je vous vois tous, dans des petits, je vous vois tous là. Et ça me met en sécurité parce que je vois des visages accueillants, souriants, des personnes attentives. Et ça va combler mon système nerveux pour me dire, tiens, j'ai envie de partager avec ces personnes-là qui, en plus, ont plutôt blagué au début et qui semblent se connaître et pas trop se prendre en sérieux. Donc ça me va très bien. Voilà, ça, je vous en dirai un petit peu plus après sur la science de la sécurité. Les neurosciences, c'est quelque chose qui est un ensemble de disciplines qui se sont retrouvées parce que chacun de son côté, c'était pas facile d'étudier le cerveau et le système nerveux parce que c'est un système très complexe dont on connaît une petite partie. Les connaissances changent, évoluent. C'est un monde en mouvement très rapide. Et donc, c'est un exemple d'intelligence collective où des personnes qui ont un jargon différent, des experts dans des domaines comme la génétique, la microbiologie, la psychologie comparée. Donc, on part de quelque chose de très microbiologique jusqu'aux fonctions supérieures de la connaissance, des modèles de réflexion. Donc, c'est un domaine très, très large où les personnes ont trouvé des façons communes de se parler pour pouvoir étudier le même objet de perspectives différentes. Et peut-être ça résonne avec la médiation. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Yann. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Oui, alors pour moi, les neurosciences, je suis pas issu de neurosciences, donc c'est quelque chose que j'ai découvert au fil de mes discussions avec Delphine et puis au fil de mes formations depuis maintenant 2-3 ans. J'aime bien l'idée de la science des émotions. Je trouve que le principe qui rassemble tous nos échanges, c'est le principe de sécurité relationnelle. Qu'est-ce qui fait que je me sens en sécurité dans mon environnement? Qu'est-ce qui fait que je peux permettre à l'autre de se sentir en sécurité? Et pour moi, c'est vraiment le point de départ. Et de là découlent toutes les notions que l'on voit beaucoup dans la presse d'aujourd'hui, liées à la bienveillance, la confiance, l'intelligence relationnelle. Mais le point de départ, c'est vraiment la sécurité personnelle de chacun dans un environnement probablement évidemment incertain et souvent dans lequel on ne se sent pas forcément en pleine sécurité. Et notre quête personnelle, depuis le jour où on est né, c'est de pouvoir survivre, donc d'être en sécurité. Et ça fait des millénaires. D'accord. Ce qui veut dire que nous entendons tous les deux que
la clé de tout ça, c'est notre sécurité. Absolument. C'est le point de départ. D'accord. Donc, Jocelyne, tout à l'heure, disait en préambule que ça pouvait toucher les experts et Marie-Josée parlait des avocats. Euh, on va, si vous êtes d'accord, prendre deux exemples. Le médiateur est mal luné et pas bien réveillé ce matin. Il commence sa médiation. Ils ne se sent pas en sécurité. Donc, je suppose que son absence de sécurité va avoir une incidence sur les médias. Donc, comment je fais, moi médiateur, moi expert ou moi avocat, pour changer la donne? Et corollaire de cette question, on a tous eu des médiations. Appel aux neurosciences. On a tous eu des médiations ou des expertises avec des gens exécrables, râleurs, ronchons, et la première réponse qu'on a envie de donner à ces gens-là, c'est calmez-vous, c'est pas la peine de s'énerver. Comment faire dans le premier cas pour améliorer cette sécurité et comment gérer, excusez-moi l'expression, mais les gens ingérables en médiation et si effectivement le fait de leur dire calmez-vous est une bonne solution. Alors, ce qu'on voudrait vous apporter dans ce moment ensemble, c'est une nouvelle façon d'aborder le monde par rapport à votre système nerveux et comprendre les comportements des personnes en fonction justement de l'état du système nerveux. Ce qui va amener plutôt que de la critique et du jugement, plutôt de la compassion pour l'autre qui ne se sent pas en sécurité et qui met des modes de protection comme il peut pour pouvoir vivre ce moment. Et pour répondre rapidement à ta question sur comment je fais, c'est ce qu'on appelle la régulation. Quand j'arrive, je suis pas bien, c'est que mon système nerveux, il n'est pas régulé. Il n'est pas au top du top qui va me permettre de réfléchir, de pouvoir voir dans mon environnement toutes les opportunités, toutes les possibilités, de prendre le temps nécessaire à décider, à trouver les bons mots, etc. Quand je suis dans un état dérégulé, mon système nerveux, je suis prête à attaquer, à fuir, je suis immobilisée. Et dans d'autres, ce que vous connaissez bien, hein, ces réactions quand il y a un danger de fuite, d'attaque ou d'immobilisation, eh ben, c'est pas que quand il y a un vrai danger, c'est aussi quand il y a un danger qu'on imagine. Et nous, humains, on est très très forts pour imaginer plein de choses et de ne pas se sentir en sécurité alors qu'en réalité, on l'est. Donc, la science de la sécurité, c'est comment moi je me sens en sécurité. C'est pas une sécurité rationnelle, mais plutôt mes ressentis. Et donc, je vais travailler sur ma façon de voir le monde, mes ressentis, pour pouvoir être accueillant par rapport à ce qui va se passer. Et les gens, bon, ils sont comme ils sont, mais en tout cas, moi, je vais me réguler. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle la co-régulation, c'est-à-dire que je suis tout le temps en train de percevoir si je suis en danger, en sécurité dans mon environnement, à l'intérieur de moi et dans la relation. Et à ce moment-là, l'autre aussi. Et quand moi, je suis régulée, ben, l'autre personne, elle va pouvoir se co-réguler avec moi pour arriver à un endroit où on va pouvoir se rencontrer vraiment et pouvoir échanger sur nos points de vue, nos idées, etc. Donc en fait, vous avez des âmes qui vont danser et qui au départ ne sont pas forcément synchrones, qui vont avoir besoin de se synchroniser pour se comprendre, sinon ça ne marchera pas. Et si l'un dit à l'autre calme-toi, et s'ils sont désynchronisés, ça a un effet dévastateur. Dévastateur parce que ça peut même augmenter le sentiment de l'autre d'être incompris, de ne pas être vu, de ne pas être reconnu, de ne pas être entendu, de ne pas être reconnu. Calmez-vous ou calme-toi est probablement une des pires erreurs qu'on puisse faire dans la relation à l'autre. Parce qu'elle n'a pas de sens en fait. Et ce qu'on veut vous démontrer aujourd'hui, c'est que tout ce fonctionnement-là fonctionne sur un système nerveux qui est autonome et qui est en dessous de notre conscience. On peut peut-être passer quelques slides. Je ne sais pas si on a la main, Jocelyne. Je ne crois pas que vous ayez la main. Si Amaury est là, il peut les passer. Non, non, je crois que c'est bon. C'est bon? Ouais. Hop. Je me mets en mode. Tac. Est-ce que vous voyez les slides? Très bien. Parfait. Voilà, un petit résumé, alors très rapide, hein, sur les différents états, nos états de notre système nerveux. On va parler du système nerveux autonome qui, comme le disait Yann, est notre système nerveux qui va
veiller sur ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire notre équilibre, les battements de notre cœur. Si on ne pense pas à respirer, notre corps respire. Enfin, c'est ce qui nous a maintenus en vie depuis jusqu'à maintenant et qui nous permet d'avoir une température adaptée, un système immunitaire qui fonctionne, etc. Donc, c'est toutes les fonctions, toutes les fonctions qui nous maintiennent en vie. Et il y a 3 systèmes à l'intérieur qui agissent ensemble. Quand je vous dis les mots, c'est le système parasympathique et le système sympathique. Voilà. Il y en a un, le système sympathique, qui est là pour Mais c'est accélérer l'écran, les quoi. choses. Est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? Je pense que c'est bon. C'est bon. Donc le système sympathique qui, par exemple, si on prend le cœur, qui est un accélérateur, et puis le parasympathique qui a un frein et qui va faire que notre cœur il ne va pas à 120 tout le temps ou 150 battements par minute, mais plutôt à 70 en moyenne, parce que il y a un frein et il y a un accélérateur dans notre système nerveux. Et tout ça, c'est un merveilleux système qui nous permet de nous adapter à notre environnement, à différence de température, donc extérieure par exemple. À l'intérieur, j'ai de la fièvre parce qu'il y a un virus qui est en train d'agir chez moi. Et dans la relation, est-ce que je me sens en sécurité ou pas? Et ce qu'on vous proposait avec Yann ce matin, c'est partie de la théorie de Stephen Porges, qui est un chercheur américain en neurosciences, et il y a une trentaine d'années, qui a proposé la théorie polyvagale, parce que le système de frein, le parasympathique, il est physiologiquement supporté par un nerf crânien qu'on appelle le nerf vague. Peut-être vous connaissez le nerf vague sous la forme de malaise vagal. Peut-être ça vous dit quelque chose. Donc c'est un nerf qui est le plus long nerf crânien de notre corps et qui va innerver nos organes. À la fois dans le sens de 20% des fibres vont aller du cerveau aux organes et 80% des fibres du nerf vagal vont partir des organes pour aller informer notre cerveau. Donc vous voyez, il y a une proportion différente, c'est-à-dire que beaucoup de choses vont informer notre cerveau plutôt que le cerveau qui contrôle, comme on pourrait l'imaginer. C'est vraiment le corps qui informe. Et il y a cette boucle, j'informe le cerveau m'informe, mes pensées agissent sur mes organes et mes organes agissent sur mes pensées. Et donc il y a trois états euh, qui sont l'état vagal ventral, plutôt. que je dirais, moi j'adore les animaux, donc je fais des métaphores, et ça serait notre mode dauphin. On est en connexion, on est bien, on nage, on a nos idées claires, etc. Et donc, à ce moment-là, je suis dans le lien à l'autre. Et puis, il y a un autre système qui est le sympathique, hein, c'est l'accélérateur, qui est plutôt la panthère noire, qui va attaquer ou qui va fuir en cas de danger. Et puis, en cas de danger, il peut y avoir un danger encore plus grand, qui va nous mettre dans un état parasympathique, mais dorsal, hérité de nos cousins crocodiliens, et qui est le mode tortue, c'est-à-dire je suis immobilisée, sidérée, je ne peux plus rien faire. Et tout ça est complètement inconscient. Il y a des personnes qui s'en veulent à vie parce qu'elles n'ont pas aidé quelqu'un à un moment, mais c'est pas du tout lié à la volonté, c'est juste que leur système nerveux leur a dit non, tu es immobile et ça va te sauver. Donc c'est intéressant pour moi, je pense, d'avoir la théorie, de savoir comment on fonctionne, parce qu'on n'est pas né avec un manuel du fonctionnement du système nerveux, mais comment je fonctionne, parce que sinon je vais pouvoir me juger et juger les autres. Yann, ouais, tu veux ajouter? Excusez-moi, juste une petite remarque, je ne devrais pas parler. Moi, je ne suis pas en symbiose complète avec vous parce qu'il y a des bruits parasites, parce qu'il y a encore des personnes qui n'ont pas arrêté leur micro. Excusez-moi d'intervenir, hein. Emmanuel Duparc, pardonnez-moi. Mais j'aimerais bien profiter mieux de cette communication. Je crois qu'Amaury doit pouvoir couper autoritairement les micros quand il y a des personnes, là, je vois. Je viens de lui demander. Voilà. Parce que, excusez-moi, mais il y a des bruits parasites. Non, merci. Et du coup, ça Voilà. participe complètement à la sécurité qu'on peut avoir entre nous et aux choses qui pourraient nous empêcher d'être dans le système vagal ventral et d'aller plutôt en sympathique ou en immobilisation. Je dis rien, je subis, ou alors j'interviens de manière assertive comme vous l'avez fait. Et c'est un exemple magnifique de la façon dont on se régule entre nous. Merci. Ce que j'ai découvert, c'est que, alors évidemment, donc vous avez ces 3 états, le mode dauphin où je peux créer, je suis bien, je peux créer la relation sociale.
le mode sympathique où je suis actif, qui peut être soit de l'agressivité, soit du jeu, et le mode dorsal où là je suis immobilisé. Ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, au travers de nos histoires, nos différents traumas, notre système nerveux, il agit un peu comme vous avez une sorte de détecteur de fumée et vous avez un radar en même temps. C'est-à-dire que il peut à la fois vous imaginer les dangers qui arrivent et il peut à la fois vous avertir des dangers. Vous avez ces deux niveaux-là. Au fil de l'eau de notre trauma, le système nerveux peut interpréter de façon dysfonctionnelle ces signaux. Et ce qu'ont fait les chercheurs, notamment Stephen Porges et ses acolytes, c'est ils ont, au travers de la théorie polyvagale, ils ont analysé les syndromes post-traumatiques des soldats qui revenaient notamment d'Irak. C'est-à-dire, et ils ont expliqué les dysfonctionnements de ces gens-là. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, dans un environnement qui pour le kidam moyen pourrait être en sécurité avec ses propres repères, devient un danger pour lui parce que son corps, de façon inconsciente, réagit en disant attention, il faut que tu te mettes en mode panthère ou en mode tortue, tu dois réagir. Donc, considérez que on peut avoir des dysfonctionnements de nos états et donc ne pas percevoir la même situation, ne pas interpréter la situation dans le même contexte. Et là, donc, dans l'idée de la médiation, on peut tout à fait imaginer que deux personnes avec une situation probablement apparemment identique vont agir complètement dans des modes vagos différents. Ça, c'est le premier sujet. Et donc, derrière, l'idée, ça va être comment vous allez travailler avec ça. Et le deuxième sujet, c'est que le mode dorsal, le mode tortue, c'est une immobilisation de la personne. Vous pouvez être absent pendant quelques secondes. C'est un effondrement de votre système, mais ça peut être en apparence 3 fois rien, et pour autant la personne dans un état vagal, dorsal profond. Donc c'est la deuxième chose qui m'a étonné. La première, c'est qu'on a des dysfonctionnements qui sont pas les mêmes, et la deuxième, c'est que le mode dorsal, ça peut être juste une absence de quelques secondes qui nous paraît anodine, mais la personne est juste absente. Ce qui se passe, c'est que dans la journée, on va passer d'un mode à l'autre. C'est des modes adaptatifs, comme les émotions. Hein, les émotions, c'est le ressenti corporel qu'on va interpréter sous forme d'émotions. C'est pareil, les émotions, elles nous servent à nous adapter à notre environnement par rapport à nos besoins intérieurs. Et bien là, on va passer en système vagal, puis sympathique. Tiens, j'ai besoin de monter les marches, et puis je suis énervée, et puis après, hop, je vais me calmer. On est tout le temps en train de changer de mode de nos états autonomes. Et ce qui est embêtant, c'est quand on reste coincé dans l'un de ces modes, c'est-à-dire d'être souvent ou très souvent agressif, parce que le monde nous semble dangereux. De ce point de vue-là, quand je suis panthère, je ne vais pas voir le monde de la même façon qu'un dauphin, parce que mon système nerveux va surinterpréter des choses qui, pour quelqu'un qui est en mode dauphin, pour dire c'est bien, moi ça va beaucoup m'inquiéter. Et donc je vais réagir de manière agressive ou je vais éviter. Et ça, c'est assez simple. C'est par exemple quelqu'un qui est en mode tortue, c'est quelqu'un qui n'a pas le sens de la répartie. Ou alors c'est quelqu'un qui se dissocie complètement face à quelque chose de très important. Donc c'est aussi des spectres. Enfin, c'est tout un continuum d'états qui va du ventral vagal où je suis vraiment bien, je digère, j'ai des intuitions, je crée, puis je vais m'énerver ou je vais être plutôt agressif. Et puis je vais fuir, je vais éviter la question que vous me posez. Je vais éviter de faire le projet, je vais procrastiner en étant très actif sur autre chose. Et puis je peux aussi être dans le mode immobile. Je suis sidérée, je n'ai pas le sens de la répartie, ou le projet qu'on me donne, ou ce qui s'est passé est trop fort pour moi, et je ne vais pas réagir. Hein, vous connaissez les victimes d'abus qui, pourquoi vous n'êtes pas défendu? Je n'ai pas le choix, c'est mon système qui décide. Et moi, mon système m'a dit mode tortue. Et donc moi, je vais interpréter, je suis là, je suis pas courageux, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Ben non, mais tu peux pas faire autrement parce que ton système nerveux, c'est celui qui te maintient en vie. Et la conscience et la volonté n'ont rien à faire avec ça. Il faut bien comprendre que vos muscles s'immobilisent pour survivre. On peut avoir des gens qui s'écroulent, qui ne bougent plus, à l'extrême. Et donc, pourquoi tu t'es pas défendu? C'est une question qui n'a pas de sens corporellement pour la personne à qui vous vous adressez.
Et il y a un système de va-et-vient, ce que j'ai représenté par un ascenseur entre les trois états, sachant qu'on va passer du vagal au sympathique, donc du dauphin à la panthère, puis à la tortue. Il y a des personnes qui connaissent bien le mode tortue, comme moi par exemple, puis d'autres qui connaissent pas bien. Et tout notre travail avec Yann, c'est d'aller vous faire rencontrer votre système nerveux, parce que chacun a son langage propre. Et ce que tu disais, Yann, c'est qu'en fonction de notre expérience, de notre ADN, de nos ancêtres, de la psychogénéalogie, de tout ça, eh ben, on n'a pas la même façon de percevoir le danger et d'y répondre. Et donc, je n'irai pas du mode tortue au mode dauphin directement, parce que dans le mode tortue, j'ai pas d'énergie. C'est un peu le mode déprimé aussi, triste, si on veut apporter des émotions. Et puis, il va me falloir de l'énergie pour redevenir dauphin, en mode dauphin. Donc, je vais jamais passer du mode dauphin en mode tortue, mais je vais toujours passer par le sympathique qui me redonne cette énergie. Et si vous avez des gens sous antidépresseurs, on les met en mode tortue, médicalement, thérapeutiquement. Donc c'est compliqué parce que si vous voulez avoir une discussion avec elle et les remettre en mouvement, vous avez des médicaments qui bloquent cet état-là. Donc les théories polyvagales en général sont plutôt sur des volontés de se remuscler le nerf vagal, de redonner du dynamisme dans le système nerveux, indépendamment des médicaments. Il y a une question, comment analyser l'état des participants pendant la médiation, comment les aider à retrouver un état de communication. On peut peut-être à ce moment-là enchaîner sur les slides suivants. Alors, je voudrais juste te dire que ça s'appelle le tonus vagal. En fait, l'état de notre nerf vague, le 10e nerf crânien qui supporte le parasympathique, on va pouvoir l'entretenir de manière à pouvoir être résilient. Hein, vous avez entendu ce terme de résilient. La résilience, c'est la capacité de passer d'un état à l'autre très rapidement. Et donc, le tonus vagal, et le lien sympathique-parasympathique, c'est ce qu'on peut entraîner en yoga, en faisant des activités différentes et qui nous permettent de nous réguler plus facilement. Il y a une notion aussi intéressante qu'on appelle la neuroception, et ça c'est un élément de réponse à la question. C'est que nous cherchons tout le temps à répondre à la question: suis-je en sécurité? Et pour notre survie. Et bien sûr, c'est inconscient. Et la neuroception, c'est un terme qu'a inventé Stephen Porges pour parler de cette évaluation, de ce processus neuronal inconscient qui est tout le temps en train d'évaluer les risques. Et comment il fait? C'est parce que notre système nerveux prend des informations à la fois dans notre corps, c'est ce qu'on appelle l'interoception, et puis aussi dans notre corps, dans l'espace, c'est ce qu'on appelle la proprioception. Dans le monde autour de nous, c'est l'extéroception, les sens que vous connaissez, la vue, l'odorat, etc. Et puis dans la connexion avec l'autre, suis-je en sécurité dans la connexion à l'autre? Parce que nous sommes des animaux grégaires, que notre survie dépend des autres, et que nos systèmes nerveux sont faits pour se connecter les uns aux autres. Et moi, je travaille beaucoup avec les chevaux aussi. C'est très, très impressionnant de voir qu'il suffit, et les animaux en général, il y a souvent des individus qui vont surveiller l'environnement pendant que d'autres sont plutôt en mode dauphin. Et s'il y a un problème, un danger, son attitude, parce que les autres sont quand même en train de regarder les veilleurs, son attitude va faire que instinctivement et rapidement, ils vont pouvoir s'échapper s'il y a un danger. Donc, on est tout le temps en train de chercher aussi du lien avec l'autre, du soutien humain. C'est ce qui était difficile dans la pandémie parce que à la fois, ce qu'on a envie, c'est de se connecter aux autres et de se protéger. Et donc, pendant cette pandémie, si je prends cet exemple, eh bien, l'autre pouvait être le danger. Et c'est ce qui arrive aussi dans les situations d'abus, etc. Et si on reprend la pandémie, eh bien, à la fois, j'avais envie de me connecter à toi, mais tu pouvais certainement m'amener le virus aussi. Donc, c'était ce moment très dur pour notre système nerveux qui a laissé de gros impacts dans notre façon de nous comporter. Voilà, c'était un exemple là-dessus. Et donc, on va tout le temps émettre et recevoir des messages de bienvenue et de danger. Moi, tout à l'heure, quand j'ai commencé la conférence, je vous ai tous regardé et j'ai cherché volontairement des indices de sécurité pour me permettre d'être à l'aise avec vous et de partager ma passion avec vous de façon authentique.
Et en fonction de ce que je peux voir, quand je vois des sourires, ben, ça me fait sourire. Je suis heureuse d'être avec vous. Je vais être à l'aise, je vais être en mode dauphin. Et par contre, si je vois des visages tendus, je vais me dire, tiens, comment je peux... qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer? J'ai dit quelque chose qui allait pas, etc. Donc, je vais aller rechercher ce qui se passe. Et donc, quand vous êtes en médiation, bah, tout ça se passe inconsciemment, hein, parce que ça se fait, nous, on l'explique pour que vous compreniez et que vous puissiez agir consciemment sur ce système-là, en vous régulant, en préparant vos médiations avec les personnes. Et ce qui est génial, c'est le système d'engagement social, c'est que nos nerfs, nos organes, l'état de nos organes, de notre système interne est complètement relié au nerf crânien qui innerve les muscles de notre visage, de notre cou, et nous envoyons avec les micro-expressions de notre visage les informations nécessaires pour savoir je suis en danger, je suis en sécurité, dans quel état il est, etc. Et on est tout le temps en train de faire ça. Et c'est pour ça que les réunions Zoom toute une journée avec beaucoup de visages, c'est très fatigant pour tout le monde, parce qu'on est tout le temps en train de chercher les micro-expressions de façon inconsciente. Ça nous prend de la charge. On peut, pour compléter, donc vous voyez, vous avez trois blocs, hein. Il y a moi avec moi et l'environnement qui m'entoure, et moi dans la relation à l'autre, vous voyez, dans ma connexion à l'autre. Et ça, on peut démultiplier ce filtre-là pour pouvoir avoir des éléments de compréhension, des éléments d'information, sans se porter du jugement, pour pouvoir arriver à mettre de la conscience. Et quand vous mettez de la conscience sur les phénomènes inconscients, forcément, il y a de la régulation. Peut-être le slide suivant, on vous a donné quelques applications. Ce que je voudrais juste ajouter dans la neuroception, c'est ce que tu disais tout à l'heure, l'impact des traumas et de nos expériences qui vont faire que nous allons avoir une neuroception qui va être orientée si un bruit, par exemple, a été associé à un choc, à quelque chose de difficile, ben, ce bruit-là va avoir un très fort impact sur notre système nerveux et pas pour les autres. Donc la neuroception, elle est aussi influencée par ça et donc le monde de l'autre est différent du nôtre. Vous imaginez une personne qui, dans son enfance, a été mise en danger, en insécurité relationnelle, ne sachant pas s'il doit plaire à ses parents ou à sa mère ou à son père, et ne connaissant pas la réaction peut-être épidermique de sa mère, il va vivre avec un système nerveux qui va lui dire en permanence, l'autre peut en une seconde changer d'état et devenir colérique ou aimant. Donc toute sa vie, il va considérer que la relation à l'autre peut être de cet ordre-là. Donc il va être en permanence en sécurité. Et si vous avez vécu une enfance aimante, dans laquelle les changements d'humeur, c'est juste du jeu, vous n'avez pas du tout la même vision du monde. Oui. Donc, concrètement, on vous a mis quelques questions par rapport à votre quotidien. Dans quel état vous arrivez avant? C'est-à-dire que comment vous vous sentez avec cet acte de médiation? Est-ce que c'est agréable d'y être? Est-ce que c'est désagréable? Est-ce qu'il y a de la peur? Est-ce que vous êtes en colère? Est-ce que vous avez envie d'en finir? Est-ce que vous avez envie de passer des messages? Est-ce que vous voulez vous imposer? Est-ce que vous voulez vous laisser faire? Enfin, voilà. Tout ça, ça peut durer, allez, 1 minute en préparation pour vous dire, mais c'est quoi mon intention du moment? Et une fois que vous avez l'intention, et sans jugement de votre part, c'est juste un état de fait, c'est pas c'est bien ou c'est mal. On sort des schémas un peu classiques où on vous dit pour rentrer dans la relation, il faut dire bonjour, oui, mais le il faut marche pas en fait, parce qu'on est sur un système inconscient et autonome. Donc la vraie question derrière, c'est dans quel état je suis, et à partir du moment où je mets de la conscience sur cet inconscient, je vais pouvoir me réguler. Donc quand je vais rentrer dans la relation avec chacun d'entre eux, de quelle manière j'ai envie de le faire, ou de quelle manière je peux le faire. Et ça peut même être un moyen assez intéressant dans la négociation, dans la relation que vous allez mener avec eux. Si vous voulez montrer un peu de distance, vous allez probablement avoir une certaine action sur le système nerveux. Si vous voulez être agréable, vous allez avoir une autre action. Si en conscience vous jouez avec ça, ça peut vous permettre d'avoir un peu des manettes dans la relation qui peuvent être intéressantes. Je voudrais nuancer un petit peu ce que tu dis, dans la mesure où on est tout le temps en train de se réguler de manière inconsciente. Et il y a des fois où on a envie d'être bien régulé parce qu'on a un acte professionnel, parce qu'on a une rencontre importante. Et là, on va y mettre de la conscience. Mais sinon, ça se fait sans nous. Et
Et ce qui est intéressant, c'est de savoir comment on fait. On vous donnera quelques indices de, de régulation. Et aussi, ce qui va vous permettre de co-réguler, c'est ce qu'on va voir après. Dépendre de alors, il y a une question de Saïd qui dit au sujet de l'état personnel, ça me semble dépendre de la qualité professionnelle des personnes participantes. C'est un jugement en fait que vous avez pour moi. C'est avec votre propre filtre, avec votre propre perception, vous mettez un gradient de qualité, plus ou moins, sur un comportement. Mais c'est complètement dissocié de son système nerveux, de la manière dont il fonctionne et du vôtre, en fait. Donc non, pour moi non. Et en même temps, maintenant que vous connaissez, alors, peut-être que vous le connaissiez avant, hein, c'est un peu prétentieux, mais en tout cas, mieux comprendre son système nerveux et être dans l'état favorable pour pouvoir animer des échanges, etc., bah, ça peut rentrer dans les, dans le professionnel, c'est-à-dire, en tout cas, nous, en tant que coach avec Yann, c'est notre devoir, enfin en tout cas je parle pour moi, c'est important d'être prêt à accueillir l'autre, d'être dans un état de réception et de permettre à l'autre de se co-réguler aussi pour aller plus loin dans nos échanges. L'idée d'observer son système nerveux, son état, et d'observer, de faire des hypothèses sur l'état de l'autre, vous amène à une situation de non-jugement, qui est juste de faire état de ce qui est état. Et la situation de non-jugement vous amène à des pistes pour régler des situations compliquées. Vous voyez? L'idée de cette qualité relationnelle, le jugement a moins de place. Moins de place. C'est difficile. Et dans le mode panthère noire, la sympathique, on est souvent dans le jugement et la comparaison, ce qui nous rend pas très heureux d'ailleurs. Donc en fonction de son état, on va voir le monde différemment. Donc à la question de ce matin d'Eric, est-ce que j'ai envie de le voir? C'est comment je fais avec un... T'as pas dit abruti, mais je crois qu'il y a un peu abruti derrière. Moi, je vais vous répondre avec la phrase que j'affectionne le plus de Pierre Desproges qui dit l'ennemi est idiot, il pense que c'est lui l'ennemi, alors il pense que c'est nous l'ennemi, alors que c'est lui. Et je trouve cette phrase extraordinaire. Voilà. En fait, une fois que c'est dit, l'idée c'est de passer à autre chose. Et toi, quand tu es en mode, Eric, quand tu es en mode dauphin, bah, tu vas en ayant ces connaissances-là, tu vas la regarder différemment. Tu vas te dire, tiens, qu'est-ce qu'il est en train, il n'est pas en sécurité, comment il se protège, tu vois, tu vas être plus dans la compassion en disant, mais comment je peux faire moi pour aller dans son monde? Et puis à un moment, tu pourras toujours décider que c'est c'est un emmerdeur, etc. Mais en tout cas, il y aura et pour chacun d'entre nous, hein, c'est la même chose. C'est comment, tiens, quand je suis dans le jugement et la comparaison et l'énervement, est-ce que je suis dans le mode qui va me permettre de me connecter à l'autre ou pas? Bon, alors, si c'est pour acheter du pain, conduire, etc., voilà, mais j'ai pas forcément besoin d'énergie pour ça et de le mettre là-dedans, ou de la conscience. Mais il y a des actes dans la vie où c'est vraiment très important d'avoir cette conscience. Une remarque d'Emmanuel qui dit à défaut d'exercice de yoga en médiation, la respiration peut nous aider. Qu'en pensez-vous? Je pense que la respiration, enfin, notre système nerveux est connecté à la respiration, donc oui, bien sûr. Et la façon dont nous respirons est un indice. Si vous avez une respiration active et un rythme cardiaque élevé, c'est que probablement vous êtes dans un mode panthère. Alors, c'est ce qui est génial, c'est dans la respiration, c'est que c'est la porte entre le conscient et l'inconscient. Volontairement, on peut tout à fait changer sa respiration. Et pour se réguler, alors ça c'est vraiment, on met de la science là où les sagesses ancestrales nous l'apportent, hein, par d'autres moyens. Quand on inspire, c'est le sympathique qui est activé. J'inspire, donc si j'hyperventile, c'est à la fois parce que je suis en mode peut-être panthère, mais aussi peut-être parce que j'ai besoin d'énergie et je le fais consciemment. Je vais inspirer plus pour me donner de l'énergie parce que je suis fatiguée. Et quand j'expire, c'est le système parasympathique ventral qui est activé. Et si j'expire plus longtemps, ça me régule. C'est-à-dire ça donne l'information à mon système nerveux. Tu es en sécurité. Mon cerveau l'interprète, je suis en sécurité. Et ça ne fait que continuer et donc diminuer le rythme cardiaque quand j'ai cette respiration-là. Quand je vous parle,
je ne vous parle pas. En inspirant, j'y arrive pas. D'accord? Quand je vous parle, je suis en parasympathique. Je vous parle à l'expiration. Et je pense que vous aussi, c'est quelque chose qu'on a en commun, c'est qu'on parle sur l'expiration. Ça veut dire que quand je te parle, je me connecte à toi avec le ventral. Vous m'entendez? Ouais, on peut peut-être passer au slide suivant. Ouais. Oui, Eric. Non, mais c'était pour passer au suivant. Il reste 5 minutes pour qu'on ait le temps de vous poser encore plein de questions. Alors, on a un autre sujet, la co-régulation. Allez-y, allez-y. Donc, le premier sujet, c'est la régulation et le deuxième sujet, c'est la co-régulation. Donc, mon interaction avec l'autre. Donc, on parlait de régulation tout à l'heure. J'ai un système qui n'est pas régulé. Il va se réguler naturellement, ou alors je vais m'en rendre compte et que j'ai envie qu'il se régule. Et à ce moment-là, ben, je vais changer ma respiration. Je vais avoir des gestes par exemple, je peux mettre ma main ici parce que ça me calme. Je peux prendre un objet. Je peux avoir une huile essentielle dont je sais que ça me calme, l'odeur de lavande. Voilà, il y a des choses qui vont me réguler. Je vais écouter une musique pendant 2 minutes. Je vais marcher, je vais sortir, je vais appeler un ami. Ben, il y a plein de choses qui vont me permettre de me réguler. J'ai un mantra, j'ai une visualisation, voilà. Plein de choses qui vont me permettre de me réguler. Et puis, il y a une discipline, il y a des exercices à avoir tous les jours si je veux augmenter mon tonus vagal, ma résilience, qui va me permettre de passer d'un état à l'autre facilement. Et puis, il y a ce qu'on appelle la co-régulation. Quand vous parlez de neuroception et des signaux qu'on envoie et qu'on reçoit, c'est comme les émotions, c'est contagieux. Donc, l'état de l'autre va avoir un effet contagieux sur vous. Et de la même façon, vous avez influencé l'état de l'autre. Donc, la co-régulation, c'est une interaction mutuelle, synchrone et réciproque entre nous. Moi, je suis en mode dauphin, tu es en mode panthère, je reste en mode dauphin, et toi, tu vas devenir petit à petit dauphin parce que tu vas voir que moi, je suis en sécurité. Donc, toi, tu es en sécurité, ton corps va se détendre, etc. Il y a une espèce de boucle cybernétique de feedback qui fait que bah, je vais arriver à me réguler. Donc, c'est ce qui nous sert. La régulation, c'est nécessaire pour survivre, pour se développer. Le bébé face à la personne qui s'occupe de lui, c'est très intéressant de voir que lui, ne sait pas se réguler. Il va pleurer, etc. Et puis, juste le son, la prosodie, la musique de la voix, la façon dont la personne va interagir avec lui, va lui permettre de se réguler. Donc, tout ça, c'est de la régulation, de la co-régulation. C'est un impératif pour se développer et qui va nous apprendre, nous, à nous autoréguler, ce qui n'est pas le cas du nourrisson. Et petit à petit, quand on est dans un milieu qui nous permet de comprendre la co-régulation, eh ben, on va pouvoir se réguler soi-même, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. On n'a pas toujours été dans un système qui nous apprend la co-régulation. Mais c'est toujours inconsciemment qu'on est en train de rechercher. Et comment vous allez pouvoir aider l'autre à se co-réguler en étant vigilant par rapport à l'environnement, en étant vigilant dans les rythmes de discussion que vous allez mener, en laissant les espaces, des silences, en étant dans l'écoute, en étant dans la reformulation, en allant interroger l'autre sur ce qu'il met en sécurité, sur ce dont il a besoin pour être à l'aise, en reconnaissant l'autre dans ce qu'il a dit, en l'aidant à verbaliser ce qui doit être entendu pour lui, etc. En faisant finalement toutes les techniques de médiation, j'imagine que vous connaissez déjà et que vous pratiquez. Mais c'est ce questionnement-là, votre qualité de présence régulée et le fait d'être présent pour l'autre, pour l'aider à se réguler, va être fondamental. Et oui, j'ai vu qu'il y avait vous aviez au programme l'affirmation de soi par la voix et le théâtre avec Jérémy et Elodie, avec qui on travaille également, et un formidable vecteur pour aller faire ces travaux-là et pratiquer cette régulation, cette co-régulation. Merci. Vous allez au bout et puis il y a d'autres questions qui arriveront. Voilà, en fait, voilà. Donc l'idée, un travail simple, c'est vous, en fait, il y a un indice, qu'est-ce qui me met en sécurité, qu'est-ce qui me met en danger. Voilà, c'est tout simple. L'idée, c'est de prendre une feuille de papier, de vous dire à quel moment je suis en sécurité, je me sens ancré, à quel moment je suis désancré et je suis en danger, et avec quel type de personnage, en quel type de situation. Pour moi, papier, crayon, ça suffit. Et d'identifier ce dont vous avez besoin pour pouvoir vous sentir à l'aise. À titre personnel, il y a des personnages qui me sortent de mon ancrage, dans lesquels je suis pas à l'aise. Je me sens un petit garçon qui se fait attraper. C'est très agréable, mais j'ai à peu près, au fil des années, un peu d'expérience pour identifier quels sont les types de personnages et les types de comportements
qui peuvent me faire sortir de mon état vagal, ventral. L'ancrage, hein, c'est vraiment dans le vagal, dans le dauphin. Et il n'y a aucun état qui est pas bon, hein. Tout est bien. Le corps est intelligent, il va se réguler, il va le faire. Ce qui est ennuyeux, ce qui est dysfonctionnel, c'est de rester dans un état bloqué. Et c'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup de théorie positive, de bienveillance. Le dernier Astérix, c'est absolument fabuleux pour nous, les coachs. Je sais pas si vous l'avez lu, mais je trouve que c'est une jolie caricature de ce monde-là. Prônez, vouloir absolument la bienveillance, prônez la communication positive absolument. Quelque part, c'est une négation de l'état vagal de l'autre. Et ça, c'est extrêmement violent. Et juste apprendre ce qui est, accepter ces trois états. Et là, pour moi, le fond du fond dans nos accompagnements, c'est pas de donner des leçons ou de former à. Le fond du fond, c'est d'accompagner les gens à élever leur champ de conscience pour observer ce qui est, et le reste, ça ne nous appartient pas. Alors, je lis là, Emmanuel, et si l'insécurité avait des vertus? J'aime beaucoup cette question. Effectivement, il y a certainement des vertus à l'insécurité. Tout dépend de son niveau. On vous a parlé de trois états. En fait, il y a des états qui sont hybrides. Hein, c'est pas si simple, hein. On a fait des choses assez simples, mais par exemple, il y a l'état du jeu dont tu parlais, Yann, qui est un mélange entre le dauphin et la panthère. Et donc, il y a une légère insécurité dans le jeu. Et en même temps, par exemple, quelqu'un qui se cache quand on est enfant, puis on essaie de le retrouver. Il y a l'insécurité de celui qui verra, est-ce qu'ils vont me trouver? Mais en fait, c'est un jeu, donc on est complètement entré dans le vagal. On sait que c'est pour de faux. Qui est complètement différent d'une insécurité qui pourrait être dans le cas d'abus ou qui pourrait être très très souvent là et tout le temps là et qui va nous emmener dans un état de panthère ou de tortue et là il n'y a aucune vertu à ça parce qu'on est déconnecté, on n'est plus dans le lien. Quand on est en mode dauphin, on est lié à soi et aux autres. Quand on est en mode panthère, on est surtout lié à soi pour pouvoir sauver sa peau et en mode tortue, on est aussi parfois déconnecté de soi. Notre métier, c'est d'accompagner aussi les organisations dans leur transformation. Donc, on peut avoir pendant 2-3 ans des accompagnements au changement qui sont longs sur les entreprises qui changent complètement de stratégie d'accompagnement. Ils passent de 800 à 400, par exemple. Et on observe assez rapidement des dysfonctionnements dans le système. Dysfonctionnement, ça peut être des gens qui se parlent entre eux autour de la machine à café sans en parler, et donc qui ont des systèmes adaptatifs qui peut être une insécurité, qui peut être un dysfonctionnement du système, et en même temps, ces gens-là, par ces dysfonctionnements, se protègent aussi, parce que si ça venait à se libérer d'un coup, ça pourrait être extrêmement violent pour eux. Donc on a la précaution aussi d'analyser que ces comportements adaptatifs pour se protéger, quelque part, on peut pas les enlever comme ça. C'est comme quand vous supprimez un TOC ou un TOC. Le TOC, c'est fait pour pouvoir supporter l'insupportable de quelque chose d'autre. Si vous n'êtes pas allé à la racine, ça peut être extrêmement violent. Donc, il y a ce sentiment d'insécurité, il sert aussi au système à le maintenir en vie. Et ça, c'est extrêmement important de le comprendre. Je formulerai une question, moi, qui me travaille. C'est comment, vous l'avez évoqué et effleuré, comment on aide quelqu'un à passer d'un état à l'autre? On le reconnaît, comment on aide à passer d'un état à l'autre? Et puis, on est à l'écoute de vos questions, hein. J'ai plus de questions là pour le moment, mais n'hésitez pas à lever la main. Ce que en fait, il y a l'état, votre état à vous va lui permettre de changer d'état. Et ça, si vous l'observez, vous pouvez l'observer vraiment dans la vie. Il y a des personnes qui vous calment quand vous êtes avec elles, vous avez envie d'être avec elles parce qu'elles vous permettent de vous réguler, même si c'est inconscience. Et puis, ce qui se passe, c'est que quand on est en mode tortue, en mode panthère, on n'a pas besoin de la même régulation. Moi, je suis en mode tortue, je me suis un peu déconnectée, je suis très, très effrayée. Donc, je suis immobilisée, j'arrive pas à avancer, je ressasse, j'ai pas le sens de la répartie, je sais pas quoi dire. Enfin, voilà, c'est ces états-là. Dans cet état-là, j'ai juste besoin de quelqu'un qui me dit, je suis là. Surtout pas quelqu'un qui va me secouer ou qui va surtout pas parce que ça va me rendre encore plus tortue. Donc vous imaginez la panthère qui s'adresse à la tortue
Et la panthère, ça va l'effrayer, quelqu'un qui bouge pas, hein. Donc elle va être encore plus panthère et elle va l'agresser. Et plus l'autre est agressé, plus elle est en mode tortue. Vous avez vu hein, ces phénomènes-là de quelqu'un qui va crier sur l'autre qui bouge pas et plus il crie, plus l'autre ça l'énerve parce qu'il bouge pas, etc. Et ben dans la co-régulation, pour passer du mode tortue au mode panthère, c'est la présence, être là, je suis là. Et la personne, elle sait qu'il y a un humain à côté qui est régulé. Et donc, elle va reprendre de l'énergie, elle va passer en mode panthère. Et là, elle aura besoin de parler, d'échanger, de questions, etc. Donc, vous reformulez. Et puis ensuite, elle est en mode dauphin. Et là, elle est régulée. Je dis souvent, je rentre dans le temple chez l'autre. Donc, rentrons dans un temple avec beaucoup d'humilité, un peu surbasse, pour faire une belle rencontre. C'est cet ancrage que je vais chercher. Et il y avait Jean-Luc et Oui. ouais. Il y a des mains qui sont levées là pour poser des questions. Oui, Jean-Luc Jean-Luc. Puel, oui. Marie-Josée après. Il y avait, Jean-Luc, mettez votre micro, mettez votre micro. Pour remettre les micros à tout le monde côté Amaury là. Voilà. Jean-Luc, à vous. Oui, dans tout ce que vous avez dit, il y a un mot qui me paraît manquer, sur lequel je voudrais votre réaction, c'est le terme d'empathie, qui me paraît un ressort important dans la médiation. Alors, l'empathie, il y a l'empathie cognitive, je sais à quel point, dans quel état est l'autre, l'empathie affective, de ce que je vais ressentir de l'autre. Et puis, il y a, donc c'est avec nos neurones miroirs, on va voir l'état de l'autre, etc. Et on préfère que l'autre aille bien parce que ça nous permet d'aller bien hein, aussi. Donc, et puis, après l'empathie, il y a la compassion. C'est de l'empathie, mais en action. Et c'est ce qu'on vous propose avec cette façon de voir le monde, c'est regarder l'autre en fonction de son état, l'état de son système nerveux, de son besoin de protection, et d'agir par la co-régulation, par créer un environnement plus sécure pour lui, pour pouvoir, en tout cas, lui permettre, s'il prend ou s'il le fait, d'être plus en sécurité. Donc il y a de l'empathie, mais ça va plus loin, c'est dans l'action, et c'est ce que j'appellerais la compassion. bon, pour moi, Est-ce là, que je peux ajouter une chose? De Ceti a apporté, à mon avis, sur le problème de l'empathie, des données très intéressantes qui tendent à montrer que l'empathie doit être considérée comme quelque chose de cognitif et non pas d'émotionnel, par différence avec la compassion et la sympathie. Et je pense que enfin, pour moi, ça fait sens, en ce sens que pour arriver à être dans une situation empathique, il faut un temps de recul, il faut de multiples neurones, à l'inverse de l'émotion qui se produit très rapidement. Donc cet état de recul, d'écoute active, de cognition maîtrisée est un des éléments importants, me semble-t-il, pour arriver à créer une relation satisfaisante. Et je vous invite à lire les travaux de Seti, qui a fait Oui. bien avancer la science, Oui. avec voilà, sa perspective. Pour moi, les émotions, c'est la cognition sur des ressentis corporels. Mais voilà, on va pas aller loin dans cette discussion. Moi, j'entends effectivement l'importance de l'empathie. Et pour moi, voilà, l'empathie, il y a beaucoup d'études qui montrent que malheureusement, par exemple, dans les systèmes hospitaliers, etc., ça brûle les gens, ça crée des burn-out parce qu'ils ne peuvent rien faire dans ce système-là. Ils voient les gens souffrir et parfois, vu leur rythme et tout ce qu'ils ont à faire, ils ne peuvent pas aider. Et donc, ils sont pas dans l'action qu'ils aimeraient mener. Et donc, l'empathie, elle est pas, elle leur nuit finalement. Donc c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a de l'empathie et ça c'est important. Et, l'encouragement, c'est de passer à la compassion et c'est ce que vous faites hein, dans l'action pour amener l'autre là où il peut aller. Excusez-moi, il y a 3 questions là.